Heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la chronique Point sur l'actualité, cette émission qui reçoit pour vous des acteurs politiques, des acteurs sociaux, tout comme des acteurs de la société civile qui vous parlent du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons un invité un peu spécial. Il nous vient trop loin de la province du Kasaï. Il est président national de la dynamique Henri Mouzavou Fachi, candidat gouverneur de la province du Kasaï. Et si l'on parlait de son passé, il a été candidat au poste de sénateur lors de 2 législatives passées dans la province du Kasaï. Monsieur Henri Mouzavou, bonjour et bienvenue dans la chronique Point sur l'actualité. Bonjour, monsieur Paul Béa. Voilà, alors nous vous disons d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en séjour ici à Goma. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, quelle est votre mission ici à Goma? Merci beaucoup. J'ai toujours dit, me balader dans notre pays, ce n'est pas être nouveau. Je me suis juste déplacé d'un coin à un autre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis à Goma, tout comme demain, je serai à l'Équateur. Je peux être aussi dans le Congo central, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Donc, du coup, à Goma, je suis venu pour d'abord la visite de la ville et ensuite pour quelques activités que nous pouvons mener pour le compte de la dynamique que nous conduisons comme président national, la DHM Fachi, dont vous avez déjà donné le nom à l'énoncé. Dans les jours à venir, il se pourrait que nous puissions installer cette dynamique ici dans la province du Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma. Et merci pour cette opportunité que vous nous donnez, enfin d'en parler tout au long de cette émission. Alors en quelques mots, s'il faut parler d'Henri Mouzavou, qu'est-ce qu'il faut retenir? Henri Mouzavou, c'est un Congolais de père et de mère, comme vous pouvez le savoir. Je suis du centre de la République démocratique du Congo, donc originaire de la province du Kasaï, avec comme chef-lieu aux villes de Chikapa, et en provenance de Kinshasa plutôt, j'allais dire Kinois, en provenance de Kinshasa. Et je suis un acteur politique dans la République démocratique du Congo, ayant vêtu des responsabilités comme candidat gouverneur de la province du Kasaï, dont je suis originaire, et en même temps candidat sénateur. Mais au passé, j'étais aussi au Parlement, en transition, et puis après d'autres échéances qui se sont suivies. J'ai dû postuler aussi comme candidat député national. Et bien voilà, on a parcouru dans notre pays comme tout acteur politique le fait. Alors, mesdames et messieurs, pour parler du Congo, nous recevons sur ce plateau, vous venez de l'attendre, monsieur Henri Mouzavou, voilà, qui est le coordonnateur, président national de la dynamique Henri Mouzavou Fachi. Alors, commençons par là, maître Henri Mouzavou, dans cette émission spéciale. Nous allons parler des processus d'enrôlement en cours sur l'étendue du territoire national, la situation sécuritaire à l'est du pays, avec l'agression rwandaise, élection présidentielle de décembre 2023. Plusieurs voix se proclament déjà candidats à cette course présidentielle. Pour quel candidat voter? C'est bien autour de ces quelques thématiques que nous allons devoir parler dans cette chronique de Point sur l'actualité. Alors commençons par là, maître Henri Mouzavou. La Commission électorale nationale indépendante a prolongé de 15 jours les enrôlements dans l'ère opérationnelle 3. Vous êtes en séjour ici à Goma, où l'on observe encore de files d'attente sur différents centres d'enrôlement. Est-ce que les 15 jours augmentés par la Commission électorale nationale indépendante vont suffire pour finaliser avec tous les électeurs de la province du Nord Kivu, par exemple? Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'enrôlement, c'est l'actualité du moment. Avoir sa carte d'électeur, c'est un droit, c'est un devoir civique. Et tout le monde doit, qui est évidemment à l'âge de s'enrôler, doit devoir obtenir sa carte pour obéir ou subvenir à un besoin, répondre à un besoin plutôt, j'allais dire, qui est un devoir civique. Tout le monde devra voter. Mais alors, on est en province de Nord Kivu où nous tous nous connaissons les situations qui sont en train de se passer dans la province. Peut-être qu'on abordera les sujets comme tu as donné les thématiques plus tard. Mais je nous invite d'abord à s'enrôler pendant le temps qui nous est imparti. Et après, le rallonge qui a été donné par la CENI, c'est avec raison, pour dire que le seuil attendu n'est pas atteint. On donne encore la possibilité à certains qui sont en retard, qui ont été empêchés de pouvoir s'enrôler. Ce qui est tout à fait normal. Mais, par contre, je pourrais peut-être recommander à la CENI d'être un peu clément par rapport à cette province. Je peux me rappeler encore une fois, quand on a eu les élections de gouverneur, ici en province de Nord Kivu, il y a eu du retard.
le gouverneur Carly Cassivita a été voté ou élu après nous autres qui avons candidaté le 10 avril 2019. Et ils sont venus après. Tout simplement, c'était parce qu'il y avait des irrégularités, il y avait des soucis de sécurité que cela est venu après. Et on constate encore la même chose aujourd'hui qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas encore enrôlés, alors que nous voulons voir tout le monde s'enrôler pour répondre à ce rendez-vous de fin d'année, donc en décembre 2023, si seulement si il y aura des élections, évidemment, que tout le monde puisse avoir cette facilité de s'exprimer devant le suffrage. Alors, selon le dernier communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, 22% de la population est enrôlée depuis le début de ces processus dans l'ère opérationnelle 3. Faible pourcentage expliqué par le fait qu'il y a insuffisance du côté logistique. Il y a des machines d'impression de cartes qui ne sont pas à capacité d'enrôler plus de 100 personnes par jour. Doit-on dire que la commission, la CENI, n'avait pas tenu compte de tout cela avant de se lancer dans ce processus? Je crois que le président de la CENI a longuement communiqué dessus, il a longuement rassuré dessus et que tout devrait être mis en place. Mais s'il y a des failles ou des éléments ou des observations qui se font par rapport à ce qui est en train de se vivre sur le terrain, je pense que la Commission électorale nationale indépendante devra s'amender, tout simplement, pour qu'on ramène les machines qu'il faut ou les appareils qu'il faut qu'on envole tout le monde. 22% c'est trop peu. Et demain, quand on pourra créer des corruptions où les élections sont entachées, où la participation moindre de la population, la marginalisation même de certains candidats et de certains peuples d'ici, ça ne sera pas bon. Tout ce que nous pouvons recommander à la CENI, s'il y a des failles, qu'on s'amende, qu'on ramène les outils qu'il faut pour qu'on fasse le travail et que tout le monde puisse s'enrôler comme il se doit. S'il y a souci, alors ils peuvent se référer à la hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de voir tout le monde s'enrôler. Et tout le monde est mobilisé pour cela. Alors, cette défense, comme vous le dites, je suis sûr que vous êtes journaliste aussi d'investigation, vous êtes parti sur le terrain, vous avez vu qu'il y avait carence. Et cette carence-ci, elle est constatée. Tout ce que nous pouvons dire à la CENI, c'est de s'amender très vite et de ramener ce qu'il faut pour que les gens puissent s'enrôler correctement et on atteigne ce qu'il faut. Alors, entrons en profondeur en tout cas de cette question. Il y a plusieurs opinions qui estiment que ces 15 jours qui ont été ajoutés par la CENI sont insuffisants pour finaliser avec le nombre des électeurs qui ne se sont pas encore enrôlés. Alors, que répondez-vous à ces opinions qui estiment que ces ralentis qui s'observent dans les processus d'enrôlement fait partie des plans tracés par Félix Tshisekedi pour prolonger la durée de son mandat au pouvoir? Ça n'a rien à voir. De toute façon, même quand vous posez la question, vous sentez que ça n'a rien à voir avec un plan machiavélique du président de la République. Pas du tout. C'est tout simplement que vous l'avez dit qu'il y a faille du matériel. Déjà, si c'est ça la question, c'est déjà un problème. Mais jusqu'à présent, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt Denis Kadima qui était sur France 24, je crois, avant-hier. Elle avait évoqué le point selon lequel jusqu'à présent le budget qui devrait être alloué aux enrôlements n'est pas encore versé dans le main de responsables de la CENI. Est-ce que d'une certaine manière, ces gens-là qui font ces analyses n'ont pas raison, ne partagent pas cette opinion? Non, ils peuvent avoir raison, mais ce que je voulais te dire tout simplement, de d'abord répondre à la question, de dire que ça peut être le plan du président de la République pour rallonger les choses afin d'éviter d'aller aux élections, comme il est dit. D'abord, le quinquennat de Tshisekedi se termine en fin d'année, n'est-ce pas? Si tout est mis en place, nous allons aux élections et il va répondre à ces élections. C'est un droit, c'est un devoir. On ne peut pas manquer à ces rendez-vous de la Constitution de la République, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il y a une institution qui doit répondre à ce genre de questions. Ce n'est pas au président de la République. Nous devons éviter à trop dire des choses, peut-être qu'on ne maîtrise pas, ou pouvoir salir juste un individu. Parce que vous ne l'aimez pas ou vous l'aimez, ou vous voulez juste vous faire voir devant la toile. On doit quitter un peu cette zone de médisance, de commencer à raconter des choses qu'on ne maîtrise pas peut-être. Jamais on a vu Tshisekedi dire « moi je vais faire ça pour que ces élections soient rallongées ou bien que je me maintienne au pouvoir ». Non, nous, la Constitution de la République nous confère le pouvoir de pouvoir faire partie même du président de la République. Nous avons le pouvoir. Lisons la Constitution, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des choses qui ne marchent pas, allons-y voir la CENI, posons la question à la CENI. Est-ce que dans la province de Nord Kivu, on n'a pas le bureau de la CENI ici? Nous les avons. Il y a des animateurs de la CENI ici. Nous devons aller les voir et poser la question. Et s'il y a des doléances à devoir demander, on va discuter avec le représentant de Kadima qui est dans la province du Nord Kivu. Il va faire rapport à sa hiérarchie et s'il y a amendement, on pourra le faire.
S'il y a correction, on pourra le faire. Mon frère, vous savez, dans la vie, comme on le dit, hein, rien n'est parfait. Il y a toujours des erreurs, quelque part, si vous le voulez. Alors, Kadima peut pouvoir dire, moi je n'amène pas autant de matériel parce qu'on ne m'a pas donné de l'argent. A-t-il posé la question aux personnes concernées qui doivent lui donner de l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont dit comme problème? Et ça sert à pouvoir les crier sur la toile ne donnera pas de l'argent. Il y a tout un processus pour pouvoir sortir de l'argent. On a un gouvernement. Il dépend d'un gouvernement, bien qu'il est indépendant dans son secteur. Mais il a un gouvernement auquel plutôt il doit se référer pour pouvoir trouver de l'argent. Il y a un ministre des Finances et un ministre du Budget. Est-ce qu'il a fait son état de besoin? Il a présenté, on lui a dit qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir le donner. S'il n'y en a pas, que prévoit le gouvernement qui est en train d'organiser tout ça? C'est cette question auquel nous devons répondre. Nous devons voir, mais crier, dire je n'ai pas du budget, vous accusez qui? Un haut cadre de la République comme lui. Ça ne serait pas comme ça. Alors moi je pense, je le prends encore avec des pincettes pour dire que ce qui se passe dans les médias c'est autre chose. Hein. Mais ce qui se passe peut-être en réalité c'est aussi autre chose. Je crois qu'il faut aller bien vous informer pour savoir qu'est-ce qui bloque en sorte que la CENI puisse fonctionner correctement. Les failles peuvent venir aussi d'eux, n'est-ce pas? Parlant de la CENI des enrôlements, j'ai retrouvé, je profite peut-être pour passer ce message à tous les agents de la CENI qui sont dans des centres qui demandent de l'argent. L'enrôlement est gratuit. Mais tout ça, c'est la faute du président de la République. C'est la faute des Kadima. Vous allez vous enrôler, soit vous êtes un privilégié, soit vous donnez de l'argent pour qu'on puisse vous enrôler. C'est regrettable ça. Vous voulez qu'on puisse enrôler, atteindre le seuil, mais vous bloquez les gens parce que vous voulez satisfaire vos appétits personnels. Ça n'existe pas. C'est de la malhonnêteté que nous sommes en train de véhémencer nous-mêmes. Et puis après, nous allons condamner nos autorités qui ne sont même pas en train de faire le travail. C'est nous d'abord le bas peuple. On vous donne une parcelle de pouvoir, vous exagérez. Et c'est pas bon. Après, on va dire, on est en retard, on a fait ceci, on a fait cela, on s'accuse nous-mêmes. Arrêtons de pouvoir vilipender les autres. Faisons notre part et allons-y de l'avant. Ceux qui peuvent s'enrôler, allons-y nous enrôler. Ceux qui font mal, dénonçons pour que cela atteigne leurs autorités et que le travail se fasse correctement. Alors justement, c'est que ces enrôlements s'inscrivent dans un contexte assez particulier, celui de l'agression rwandaise qui sévit ici dans la partie orientale du pays. Pas plus tard que la semaine dernière, la dernière vague de contingents burundais est arrivée sur le sud congolais, passant par la ville de Goma. Pendant ce temps, le gouvernement angolais envisage également de déployer ses troupes sur le sud congolais pour la même raison d'agression rwandaise. Quelle lecture faites-vous, M. André Mouzavou, derrière tout ce déploiement de forces étrangères sur le sud congolais et qui vise à mettre en déroute l'ennemi, qui est le M23 soutenu par le Rwanda jusqu'à présent, et pendant que nous avons quand même une force armée de la démocratie du Congo qui se montre plus dynamique? Très bien. Le Congo est malade, n'est-ce pas? C'est un diagnostic que nous sommes en train de faire. Nous devons trouver les voies et moyens pour lui donner un remède qu'il lui faut, pour qu'il puisse se guérir. Donc c'est un individu Congo qui souffre, qui va voir un médecin, lui disant « je ne me sens pas bien ». Ok? Ces forces qui arrivent font partir d'un certain diagnostic. C'est-à-dire, nous faisons partir d'une certaine communauté de l'Afrique de l'Est, comme on dit. Et c'est dans ces efforts par rapport aux accords, aux discussions qui se font, ça et là, Nairobi, Angola, récemment encore Burundi et tout ça, on déploie ces forces armées des autres pays pour pallier aux problèmes que le Congo est en train de vivre. Vous l'avez dit, c'est une agression qui est en train de se sévir dans une partie de la République démocratique du Congo qui est le Nord Kivu. Comme on dit, et entre autres, on parle aussi de l'Ituri. Donc, on a aussi l'Ituri, on parle aussi quelquefois, quelques poches dans les Bandundu, on a aussi des mêmes exactions, et ainsi de suite. Bon, bref, c'est le Congo qui est malade. La venue de ces amis des autres États, c'est pour assister le Congo à finir le problème qui est en train de se passer dans ce pays-ci. Donc, quand le disent, partout où nous passons, la guerre du Congo, la guerre du Congo, la guerre du Congo. Mais je pense que les problèmes doivent se résoudre à l'interne. Bien que nous pouvons être assistés par X, Y, Z, les agendas de ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Alors actuellement, ces forces se sont déployées. Nous avons les Ougandais qui sont au niveau de Béni. Nous avons les Burundais qui sont déjà dans la province d'Nord Kivu, tout comme dans la province du Sud Kivu. Et à l'allure où vont les choses, nous avons également les troupes des Kenyans qui sont ici dans la province d'Nord Kivu. Mais à l'allure où vont les choses, M. Henri Mouzavou, pensez-vous que ces forces vont concourir à quelque chose? Peut-être à résoudre le problème?
En fait, ils sont venus sur un accord. Et il y a un délai qui leur est imparti de faire une mission spécifique pour laquelle ils sont là. S'ils n'arrivent pas à le faire, à la fin de leur mission, les autorités compétentes de notre pays doivent prendre des décisions qu'il faut. Parce que si on trouve qu'ils nous aident réellement en ces dons pour lesquels nous les avons appelés, eh bien nous allons continuer la collaboration. Mais s'ils ne le font pas, écoutez, à la fin de la mission, ce n'est qu'une petite recommandation que je peux donner, ils peuvent rentrer. En attendant que cette mission puisse prendre fin, il y a des populations qui sont en train de mourir, il y a des milliers des habitants qui sont dans des camps de réfugiés. Est-ce que le gouvernement ne peut pas agir urgemment? Il est en train d'agir. Leur venue, c'est déjà une action. Ils ont demandé une force d'assistance parce qu'ils trouvent que nous-mêmes, on ne sait pas agir correctement. Avec les autres, ensemble, en faisant une force, nous pouvons agir pour éradiquer ces problèmes qui est en train de nous embêter dans notre pays. C'est déjà une première action. Deuxièmement, vous contrôlez dans le gouvernement. Il y a des aides qui viennent de partout. Je suis dans la province du Nord Kivu. Il y a le Qatar qui a pu envoyer par exemple 800 tonnes de denrées alimentaires pour tous les déplacés de guerre. Certes, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, mais c'est le butin à payer. Il y a une guerre qui se vit, il y a des gens qui vont mourir. Mais initialement, ces forces devraient venir pour jouer à l'offensive, pour combattre l'ennemi au côté des FARDC. Quand ils arrivent sur le sud congolais, on change directement de mission. Est-ce que là n'est pas également l'expression peut-être de la faiblesse sur le plan diplomatique du gouvernement? Non, je crois qu'il faut lire très bien des accords qui sont en train de se passer. La volonté de l'homme et les décisions qui s'écrivent, qui se couchent sur papier, c'est autre chose. Je crois que nous devons avoir la culture de connaître ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Si on ne le connaît pas, je préfère me taire et trouver la vraie information. Réellement, vous êtes sûr que ces messieurs ou ces forces qui sont en train d'arriver ont la mission de pouvoir défendre ou aller à l'offensive? Je ne pense pas. Mais s'ils ne sont pas venus pour jouer à l'offensive, alors ils servent exactement à quoi? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. S'ils sont venus pour une mission d'observation, c'est parce que le Congo veut. Parce que peut-être on est en train de s'interrompre dans la discussion, mais je voulais nous dire que leur présence ici doit aider réellement les Congolais. Si ça n'arrive pas à aider les Congolais, je suis d'avis de dire qu'ils peuvent rembourser chez d'où ils viennent. Malheureusement, on est tenu sur un contrat, sur un accord, que les procédures doivent se respecter. Alors nous constatons tous ensemble, vous et moi, ainsi que tous ceux qui peuvent nous suivre devant ces petites télés, alors on dit que ces gens sont inactifs sur le terrain. Les Congolais se battent eux-mêmes. N'est-ce pas? Et si nous nous battons nous-mêmes, à quoi sert nous ramener ces gens? C'est une dépense inutile. Que le ministère de la Défense ou les autorités du pays prennent des mesures correctes pour pouvoir nous dire où ils se battent, où ils ne se battent pas. Qu'est-ce que nous avons besoin exactement pour éradiquer ces problèmes? Ça ne peut pas perdurer comme ça. Ou à la limite, prenons-nous en charge nous-mêmes, la population, pour pouvoir nous défendre comme il se doit. Si l'agression y a correctement. Alors, en peu de mots, messieurs, nous avouons, est-ce que l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'East African Community était une erreur? Erreur, non. Erreur, oui. Ça peut se justifier dans les deux sens. N'est-ce pas? Tout part de l'idée de la République. Pourquoi nous sommes allés nous enrôler ou adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est? C'est parce qu'on a pensé que nous avons plusieurs voisins qui sont nos frères et sœurs. Évidemment, c'est l'Afrique. Si nous nous mettions ensemble et qu'il y a moyen de certains échanges, par exemple, avec une vision économique large, on a la possibilité de pouvoir cohabiter et faire les petits commerces d'entre nous. On ne peut pas s'en passer, les frontières nous lient déjà. Certains peuples de l'autre côté sont de ce côté ici. Nous aussi, nous sommes de l'autre côté là-bas avec eux. On ne peut pas se refuser de vivre ensemble. Alors, on trouve qu'il y a lieu de pouvoir peut-être se liguer et vivre ensemble ou mettre tout ce que nous avons sur place et en profiter de part et d'autre. Mais malheureusement, dans le cas contraire, où nous venons qu'un camp doit profiter pour ce que l'autre a, ça devient injuste. On ne peut pas pouvoir l'accepter. Mais que les échanges soient équitables, ça sera intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, un peuple qui se sent lésé doit se mettre debout pour dire non, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter que je vois mon voisin qui vient chez moi à la maison, qui vient me demander du sel, avec qui je mange, je vais chez lui, je fais pareil, et le lendemain, il vient et commence à me réveiller mes filles pour dire je vais les violer, ou je vais les taper, ou je vais les tuer, ou je vais faire d'eux ce que je veux. Est-ce que toi tu pourras laisser une telle situation se passer dans ta maison?
Jamais je dois devoir me tenir debout pour défendre, récupérer ma fille ou pouvoir bouter cette personne hors de ma maison. N'est-ce pas? C'est le self-défense. Donc d'abord, moi-même, je dois me défendre pour éradiquer le problème qui est en train d'arriver dans ma maison. Et si je n'y arrive pas, je peux crier au secours aux autres qui peuvent venir m'aider. Alors, l'idée d'adhérer à je préfère le dire en français, la communauté de l'Afrique de l'Est, n'était pas une mauvaise idée en soi. Mais c'était pour que nous puissions cohabiter bien ensemble. Mais quand ça tourne à notre défaveur, nous devons être capables de tenir sur deux pieds et dire non à ce qui peut nous arriver ou ce qui ne nous profite pas et sortir de cette communauté. Malheureusement, il y a des conditions pour pouvoir sortir. On est déjà dedans. Mais il y a des conditions qu'il faut suivre pour pouvoir partir. Peut-être que les autorités y travaillent, peut-être que le monde y travaille, mais je pense qu'il y a possibilité de pouvoir dire c'est pas mauvais de cohabiter, c'est pas mauvais d'être avec les autres, mais qu'on ne nous amène pas des idées qui ne profitent pas aux Congolais, tout comme nous les Congolais, on n'ira pas amener des idées qui ne profitent pas les autres. Donc pour que nous puissions vivre équitable et que chacun reste chez soi. Alors restons toujours dans ce contexte de l'insécurité et de la démocratie du Congo, on se souvient très bien, très clairement que aussi parmi les raisons qui ont poussé Félix Tshisekedi à faire adhérer la RDC à l'East African Community, il y avait également le renforcement de relations diplomatiques. Actuellement, nous sommes en train de les dire ouvertement devant le monde entier que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais Maître Henri Mouzavou, comment expliquez-vous le fait que jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction internationale peut-être infligée au Rwanda que nous reconnaissons comme étant le principal agresseur de la RDC? Il y a des institutions auxquelles la République démocratique du Congo est en train de plaider pour cette agression. Comme vous l'avez dit, on l'écrit de partout. Dans le monde, comment ça se passe? Je crois que le président de la République, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que le gouvernement dans son entièreté, ils sont en train de déployer des efforts pour faire comprendre au monde que ce que le Congo est en train de vivre actuellement, c'est de l'injustice mondiale. Du coup, condamner le Rwanda ou condamner quiconque qui vient agresser la République démocratique du Congo, tout dépend aussi des processus à mettre en place. Il faut que les éléments réunis soient convaincants pour que les Nations Unies, par exemple, disent le Rwanda est condamné. Mais nous entendons de part et d'autre des discours qui disent non à l'agression de la République démocratique du Congo. Et on cite nommément des pays, comme on le sait. Donc, les voix sont en train de s'élever. La diplomatie du Congo est en train de prendre sa place et ça prend de l'ampleur. Au fur et à mesure, un bon jour, les sanctions que vous recherchez viendront quand le coupable sera correctement établi. Êtes-vous en train de dire que jusqu'à présent la RDC a un langage diplomatique faible? Mais non, pas du tout. S'il l'avait, on n'aurait pas dû avoir des effets comme on est en train de les avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre de l'Est, de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que parler de cette guerre suffit? Pardon? Est-ce que parler de cette guerre suffit? Ah non, mais il y a des sanctions. Attendez, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, est-ce qu'il vient encore au Congo? Là, c'est sur le plan national. Je suis en train de parler non, sur le plan international. Ça part déjà comme ça montre déjà. Vous avez commencé la question à dire que quand on adhérait à la communauté de l'Afrique de l'Est, c'était justement pour aussi chercher la paix d'une manière diplomatique, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette paix-là se vit encore entre... je parle de la diplomatie, je ne parle pas de la population. Je parle de la diplomatie. Entre les diplomates congolais et les diplomates rwandais. Est-ce que ça colle encore? Ça ne colle pas. Ben voilà. Donc c'est une façon de montrer que la diplomatie congolaise est en train de prendre des actions. Et ceux qui doivent suivre, ils sont en train de le faire à leur manière. Nous n'allons pas leur pousser pour dire les Nations Unies, venez agir, chasser, punissez Rwanda et tout ça, tant qu'eux-mêmes ne le sentent pas. N'est-ce pas? On ne va pas le forcer. Mais nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'autorité congolaise, nous devons prendre des dispositions qui nous sont propres pour nous défendre. Mais il y a actuellement plusieurs voix qui s'élèvent, qui tracent des liens entre cette guerre et des complots internationaux. Est-ce que vous partagez également cette opinion? Si c'est ça le schéma, je peux dire oui. Si ce n'est pas le schéma, je rentre toujours dans le même sillage, je dis Congolais, mettons-nous debout, défendons-nous. C'est tout. Et si l'on parle d'un complot international, quel comportement doit être adopté par la population congolaise, soit par le gouvernement congolais? Parce que Emmanuel Macron était clair, il a dit que non, la RDC n'est pas justement en guerre contre le Rwanda seul. Il y a d'autres nations qui sont cachées derrière le Rwanda. Oui, c'est le cas. Mais quel comportement doit justement être adopté par le gouvernement congolais qui ne cesse chaque jour d'appeler la communauté internationale
de condamner le Rwanda, et si cette même communauté internationale était de mèche avec le Rwanda? Qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure? Mais justement, il faut dire déjà merci aux efforts du gouvernement pour avoir fait avouer à un président d'une république comme française à dire que le Congo n'est pas seulement agressé par le Rwanda, il est agressé par d'autres choses, d'autres pays peut-être, sous Anguiche, n'est-ce pas? Entre autres la communauté internationale qui est citée. Et si nous regardons très bien, le Rwanda tout seul ne peut pas combattre le Congo. Il y a quelque chose qui se trame que peut-être nous, les Congolais, on ne veut pas comprendre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que allons-nous en front avec tout ce dont on est en train de soupçonner de combattre le Congo, ou nous devons nous focaliser sur l'ennemi que nous connaissons? Allez-y comprendre. Macron peut pouvoir avouer cela, pour moi c'est une victoire. Et c'est un échec pour lui. Et il sort, annule la communauté internationale qu'il est censé protéger, dont il est lui-même cité. Pour leurs intérêts, on sacrifie la RDC. Par qui? Par ceux dont on voit qu'ils sont capables de pouvoir le faire pour se cacher derrière. Et c'est malhonnête de pouvoir faire des choses comme ça. Mais malheureusement, c'est ça dont on parle politique. C'est ce qu'on parle diplomatie. Non. Alors ici, on ramène la balle au gouvernement congolais, mais qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire? Je voudrais, est-ce que nous soyons dans le concret? Oui. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire concrètement, en ne comptant pas sur la communauté internationale pour finir, terminer, bannir cette crise de l'Est? Il faut que les Congolais ou les autorités congolaises arrivent à s'organiser. Ce mal ne date pas d'aujourd'hui. Ce mal date de longtemps. N'est-ce pas? Et on l'a trouvé, c'est pas sous Tshisekedi qu'on va commencer à crier. Les prédécesseurs de Tshisekedi ont été dans ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce qu'ils ont arrangé? Ils ont abîmé? Ils ont empiété? On ne sait pas. Le résultat, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons demander aux autorités congolaises, c'est qu'ils ont le pouvoir de pouvoir agir aujourd'hui, excusez-moi la théologie, avec le verbe, mais qu'ils puissent prendre des mesures correctes. Premièrement, organiser l'armée. Notre armée n'était pas organisée. Et aujourd'hui, je crois que les efforts sont déployés pour qu'on puisse organiser l'armée. Nous étions sous embargo hier, aujourd'hui, on n'est plus sous l'embargo des armes. Ça veut dire qu'on peut se défendre quand on veut, comme on peut. N'est-ce pas? Ben, la léthargie dans laquelle nous étions plongés, ou le désordre dans lequel nous étions plongés, dans notre armée d'abord, nous devons savoir comment il faut nous organiser. Mais ce n'est pas un truc de clic-clac. Ça doit prendre du temps. On doit former des vrais militaires. On doit former des vrais patriotes, des vrais combattants qui doivent aller au front. Ça prend du temps. Nous devons avoir un peu de la patience et continuer à dire à la République ou aux autorités de prendre cette question vraiment avec beaucoup de pertinence pour que notre armée soit restructurée comme il se doit. Que nous soyons cette armée, comme on grandissait encore, comme l'armée de Mobutu de 1965 jusqu'à 1985, là, où on a eu une vraie armée au Congo. Est-ce que nous l'avons encore? Ces militaires sont capables vraiment de se défendre. S'ils sont capables, qu'est-ce qu'ils manquent de pouvoir faire? Peut-être qu'on n'a pas de munitions, on n'a pas de matériel. Nous devons savoir comment nous approvisionner. Vous et moi, nous sommes ici. Vous voyez bien que hier, on n'avait pas de Sukhoi 25. Aujourd'hui, nous avons des Sukhoi. Aujourd'hui, nous avons des avions de guerre. Aujourd'hui, nous avons une possibilité de s'approvisionner avec l'extérieur. Chose qui n'avait pas été propice pour les gouvernements précédents. Mais aujourd'hui, l'armée congolaise est en train de se mettre peut-être en organisation. Le jour où nous aurons atteint le nombre de militaires que nous voulons pour pouvoir nous défendre correctement, nous allons les faire. Mais pour l'instant, on fait avec ce que nous avons et les efforts qu'on est en train de commander auprès des autres pour avancer. Et si jamais le Congo arrivait à se sentir capable de pouvoir s'assumer lui-même, on n'aura pas besoin de tous les autres. Mais Henri, nous avons alors ces conflits de l'Est s'inscrits dans un contexte particulier avec justement le processus d'enrôlement, ou soit les processus électoraux qui sont en cours. N'avez-vous pas la crainte selon laquelle ces processus peuvent être annulés pour 2023 pour être projetés peut-être en 2024 en raison de la sécurité de l'Est? Avoir la peur, je dirais non, pour que cela soit annulé ou pas, mais nous devons le constater avant que cela soit fait. Faites-vous ce constat? Nous sommes en train de le vivre. Combien de personnes sont en train de s'enrôler ici? On s'enrôle à Goma. Est-ce que ceux qui sont à Massissi se sont enrôlés? Ceux qui sont à Rutshuru se sont enrôlés? Ceux qui sont dans les Kichiché, partout où on parle de l'agression congolaise, est-ce qu'ils se sont enrôlés?
comment allons-nous partir aux élections, laisser une partie du Congo dans les problèmes? Ça ne serait pas patriote, n'est-ce pas? Nous devons voir les réalités en face au fait. Mais je crois qu'on est encore très loin de pouvoir commencer à dire élection ou pas élection maintenant. Nous devons voir ce que la CENI doit devoir conclure. Laissons la CENI faire son travail. À la fin, il donnera un rapport. Le résultat que nous aurons, c'est ce qui va nous indiquer est-ce qu'il y a lieu d'aller aux élections ou il y a lieu de repousser les élections parce qu'une partie du Congo est agressée ou pas. N'est-ce pas? Aller aux élections aujourd'hui, dans ce contexte dont on est en train de dire, si on dit élection maintenant, chose qui n'est pas maintenant, est-ce que vous allez voter? Est-ce qu'on peut aller aux élections sans la province d'Nord Kivu, par exemple? Non. C'est une partie du Congo qui n'est pas partie prenante aux élections. C'est pas possible. La Constitution dit quoi? Maître Henri Mouzabou, alors il y a plusieurs opinions en tout cas qui circulent sur la toile, et selon lesquelles le régime en place, le régime Tshisekedi, serait les tireurs de ficelle de cette guerre pour annuler justement le processus électoraux prévus en décembre 2023. Non. Vous répondez quoi? Tireur de ficelle, je dirais non. Peut-être vous voulez dire qu'il veut profiter de cette situation pour reporter les élections. Mais je vous dirais que s'il y avait cette intention, on n'aurait dit pas lancer déjà les opérations d'enrôlement. Parce que même quand on a lancé le calendrier électoral, il y a eu des oppositions. Il y a eu des gens qui ont refusé. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire que c'est un calendrier électoral qui est un calendrier d'enrôlement qui est biaisé. Mais malgré ça, nous avions commencé les enrôlements tant bien que mal. Après, la carte n'était pas conforme, c'est du noir-blanc, c'est du faux, c'est tout ça. Tout ça, c'est dit. Mais nous sommes en train d'avancer sûrement et petit à petit. Ne vous laissez pas surprendre, en fait. Pour ceux qui ont les ambitions de postuler, ne vous laissez pas surprendre. Suivons la course des choses comme elles sont. La CENI fera son rapport. On regardera les seuils qu'il va devoir nous transmettre. Est-ce que le nombre de personnes qui devraient être enrôlées a atteint son apogée ou pas? Si on a atteint le nombre, sans le nombre qui vaut, eh bien nous allons partir aux élections. Il faudrait encore que la Cour constitutionnelle puisse statuer sur la question et dire si cette partie de la République peut être en retard ou nous pouvons aller aux élections sans eux. Si ce n'est pas le cas, on revient à la Constitution. Une partie de la République ne peut pas être mise à côté, comme si ce n'était pas des Congolais, pour ne pas participer à ce scrutin qui est crucial et obligatoire, peut-être pour tout le monde, qui va s'enrôler, et les laisser. Nous allons trouver le juste milieu. Les juristes et les cours vont pouvoir en traiter, donner la quintessence, la vraie valeur. Ce n'est pas Tshisekedi qui tire les ficelles pour dire ça peut me profiter que je reste au pouvoir. Les amis, ce monsieur-là peut-être il souffre aussi, hein, vous ne le savez pas. Allez-y demander au président honoraire Kabila, peut-être qu'il respire aujourd'hui. Il avait chaud pendant qu'il était au pouvoir. 10 000 voix, 10 millions de voix qui se lèvent, qui parlent contre une seule personne. Vous pensez que c'est un père de famille? Il a aussi le vœu d'être bien, de s'enjaillir. Mais il ne sait pas le faire. C'est une lourde responsabilité. Quiconque peut devenir président de la République, mettez-vous à la place de cette personne ou de ce monsieur. C'est qu'il est en train de vivre. Alors, aujourd'hui. Selon votre constat personnel, vous êtes au Kivu, vous avez été au Kassai, je suppose aussi que vous avez été à Kinshasa. Alors, selon votre constat personnel, sur une échelle de 1 à 10, à combien coûtez-vous, soit estimez-vous, la tenue de scrutin en décembre 2023? Je peux dire jusque-là 4 sur 10. 4 sur 10 pendant que... Il y a probabilité qu'il n'y ait pas des élections en fait. Il y a probabilité. Parce que si nous continuons toujours à crier de cette guerre, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas des élections. Mais c'est sous caution, je l'ai dit. Nous attendons le rapport de la CENI, que le président de la CENI nous dise combien se sont enrôlés. Est-ce que le seuil obtenu peut nous amener aux élections? Si oui, ok, nous allons nous en faire. On va obéir, on partira avec eux. Mais si ce n'est pas le cas, je préfère que toutes les parties ou toutes les provinces de la République démocratique du Congo puissent participer à ces élections, qu'il n'y ait pas d'entachement du président qui sera élu aux prochaines élections ou des animateurs politiques qui seront élus de ces élections que nous allons pouvoir dire. Demain, qu'on ne dise pas que c'était encore des nominations, qu'on ne dise pas qu'on a triché aux élections, qu'on ne dise pas qu'on a volé certaines personnes leur élection, mais que tout le monde participe de commun accord. On va élire notre président, on va élire nos députés nationaux, on va élire les députés provinciaux et ensuite on passera aux autres scrutins du second degré, donc les sénateurs ainsi que les gouvernements. Voilà. Alors l'autre épineuse question, c'est également cette question liée
à ceux-là qui se sont déjà prononcés candidats à la présidence aux élections de décembre 2023. Nous avons d'abord commencé avec Augustin Matata-Mpogno qui, après juste la création de son parti LGD, il s'est prononcé directement candidat au poste présidentiel de décembre 2023. Nous avons également Moïse Katumbi. De l'autre côté de la société civile, nous avons également le docteur Denis Mukwege, bien qu'il ne l'a pas encore affirmé officiellement, mais ce partisan annonce déjà donc, sa candidature aux élections de décembre 2023. Nous avons également Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République. Nous avons également Martin Fayoulou. Alors vous êtes également un acteur politique et vous connaissez quand même, vous suivez de très près les personnalités de tous ces acteurs politiques. Est-ce que le peuple congolais doit renouveler sa confiance au régime Tshisekedi aux élections de décembre 2023? Si tel n'est pas le cas, pour quel candidat voter en 2023? D'accord. Je pense que c'est quand même un peu ambigu de répondre avec beaucoup d'exactitude à cette question. Mais le président de la République, en fonction, comme on le sait partout, il peut pouvoir se proclamer son propre candidat, le candidat à sa propre succession. Les autres qui sont en train de lever les voix, en ce moment pour dire nous serons des candidats présidents. C'est une belle ambition. Je peux aussi le faire tout de suite avec toi. Tu peux aussi le faire avec moi. Tout dépend de ce que nous avons comme ambition en nous. Je ne vais interdire personne à se prononcer candidat président de la République. Mais tout simplement ce que je voulais dire ici, c'est que c'est un peu précoce en fait. De pouvoir commencer à faire parler les opinions. Pour dire je serai candidat, je serai ceci, je serai cela. Pour quelle raison? Soyons tranquilles, les élections vont venir. Tshisekedi va présenter un bilan. Nous allons regarder le bilan de Tshisekedi. Est-ce que ça lui vaut le coup de pouvoir continuer ce mandat, son second mandat, ou ça ne vaut pas le coup de le renouveler ce mandat? Maintenant, on est encore en train de voir ce qu'il est en train de faire. Nous avons vu les 4 ans de règne de Félix Tshisekedi, tout le monde connaît les bilans. Je ne peux pas les dire ici sur le plateau, tout le monde connaît les bilans de Félix Tshisekedi. Vous connaissez également ces bilans, vous l'avez déjà évalué. Mais s'il s'agissait si c'était vous, le peuple congolais, est-ce qu'il faut renouveler la confiance en Félix Tshisekedi pour un nouveau mandat? Bon, je fais pas le peuple congolais à l'unanimité. Je suis qu'une partie du peuple congolais. Bon, s'il s'agissait de vous, moi-même, vous personnellement, s'il s'agissait de vous, est-ce qu'il faut voter en décembre 2023 pour Félix Tshisekedi après les 4 ans de règne? Nous avons vu quand même le bilan. Je pense qu'en analysant d'où nous sommes partis avec cette république, et là où Tshisekedi a pris cette république, je peux encore donner ma voix à Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Tout simplement parce que la république a connu des choses ou a vécu dans la cachotterie. N'est-ce pas? On était en train de vivre dans une république où on ne connaissait pas beaucoup de choses. Les choses n'appartenaient qu'aux autorités qui étaient sur une tranche de personnes qui étaient au pouvoir. Mais les autres, on suivait juste comme des moutons. N'est-ce pas? Et on n'avait pas de parole, on n'avait rien à dire. Je vais vous donner juste un exemple très simple. L'opposition dans ces pays, comment elle a vécu dans les années antérieures. Et comparer les années de Tshisekedi, son opposition à lui, comment ils sont en train de vivre. Vous avez vu un Martin Fayoulou avec une tête gonflée? Vous avez vu un Martin Fayoulou couché sur le lit dans une ambulance, à côté au chevet avec F. Bazaï Baoumuzito? Vous avez vu un militaire tirer sur un individu? Mais non. Les amis, il y a des valeurs. Le changement, c'est d'abord l'homme. Le peuple congolais a été longtemps dupé. Mais l'homme qui est venu aujourd'hui, c'est un homme comme tout le monde. Il peut avoir ses erreurs en tant qu'individu. Je le lui concède. Mais le changement qui est en train de s'opérer dans certains aspects de la République démocratique du Congo est tout à fait réel, qu'on puisse donner quand même le crédit à ces messieurs. Mais actuellement, s'il faut dire concrètement, là, je pense que là, vous évoquez, il a d'ailleurs dit, c'était, je pense, à Genève, parmi son bilan, parmi le point crucial de son bilan, il a soulevé les droits de l'homme. Il dit qu'actuellement en RDC, il y a les droits de l'homme qui est respecté. Je pense que c'est ce que vous venez d'évoquer, avec évidemment également l'opposition. Mais prenons d'autres aspects, que ce soit sur l'aspect diplomatique, que ce soit sur l'aspect diplomatique, sécuritaire, économique. C'est un tout. Ici, on est en train de parler d'un tout. La diplomatie, nous l'avions évoqué tout à l'heure, on a dit la diplomatie de Tshisekedi est quand même agissante par rapport à d'autres diplomaties que nous avons vécues. Deuxièmement, on va regarder dans les aspects où le Congo était pris quoi dans le monde. Dans plusieurs institutions, on était plus crédible. Mais aujourd'hui, si vous passez, que ce soit la SADC,
que ce soit aux Nations Unies, que ce soit même dans d'autres adhésions que nous sommes en train de faire, dans l'Union africaine. Nous sommes crédibles aujourd'hui. Hier, qui pouvait parler du Congo dans ces institutions, par exemple? Banque mondiale, la FMI, qui pouvait parler? Aujourd'hui, la RDC peut présenter quelque chose et nous être écoutés. Il ne faut pas qu'on soit ingrat. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à d'autres candidats? Par exemple, Denis Mukwege, Matata Mponyo. Non, moi, je ne reproche de rien. Je ne reproche rien. Je dis, ils sont tout à fait légitimes. C'est leur droit. Ils peuvent présenter leurs ambitions comme ils le veulent. Personne ne pourra les interdire. Mais le jour du scrutin, c'est là où nous allons voir qu'est-ce qu'ils nous amènent comme discours pour pouvoir voter. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la beauté de Denis Mukwege ou la beauté de Fayoulou ou de Katumbi ou de quelque chose que ce soit, je vais aller voter. Non. Nous en avons vécu assez. Le Congolais est dans une phase de la franchise. On est en train de sauter de l'autre bord pour l'autre bord. De l'autre côté pour l'autre bord. N'est-ce pas? Nous sommes en train d'être affranchis. Avec ce qui s'est passé antérieurement et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, vous relevez aussi des failles. N'est-ce pas? Ça peut me donner la possibilité de me décider, je vote ou je ne vote pas. Du coup, je ne peux pas les empêcher de dire, ne venez pas postuler ou n'allez pas aux élections. Mais qu'on ne crie pas la victoire avant, qu'on ne dise pas c'est moi le bon, qu'on ne dise pas c'est moi le meilleur. Non, présentez-nous vos discours, vos projets. Si nous avons vos projets, nous allons voter par rapport à ces projets. Je crois que le Congolais est déjà mature à pouvoir comprendre aujourd'hui c'est quoi un projet de société, qu'est-ce que nous voulons nous le Congolais. Tout à l'heure vous avez évoqué sur l'aspect économique, sur l'aspect diplomatique, sur l'aspect social, sécuritaire et tout ça. Tous ces éléments, ça fait un tour d'un projet politique qu'on peut amener et faire avaler à la population. Mais qu'on ne nous amène pas des t-shirts, qu'on ne nous amène pas des 1000 francs, qu'on ne nous amène pas des discours de dire celui-là est bon, celui-ci est mauvais, qu'on puisse aller voter celui-ci, c'est le... Non, 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 non. Parlons ce qui peut sauver le Congo. Démontrons à la population A sur B ou carte sur table que moi, monsieur Mouzavou, candidat président de la République, un jour, vous me donnez votre confiance, voilà ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on ne vient pas avec des projets qui ne se terminent pas. 5 chantiers, comment on dit le deuxième projet là qui a succédé le 5 chantiers? Aussi, révolution de la modernité, c'est pas moi, c'est ça. Projet de 100 jours. Ça, 45 territoires nous en sont. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je dis qu'on ne nous amène pas des choses pour nous embobiner. Tout ça, ça rentre. Si ça n'a pas profité à la population, ça rentre dedans. Je n'ai pas une personne. N'est-ce pas? Je n'ai pas une personne. Voilà, messieurs, Henri Mouzavou, en tout cas, nous sommes à la fin de notre demi-heure. Nous vous disons d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, merci également à vous, très chers téléspectateurs. Nous sommes en tout cas à la fin de cette chronique Point sur l'actualité. Nous avons reçu sur ce plateau maître Henri Mouzavou, qui est un acteur politique, mais également président national de la dynamique, Henri Mouzavou Fachi, qui sera bientôt installé ici dans la province du Nord Kivu pour le BH. Et vous avez présenté ces numéros de la chronique Point sur l'actualité. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode.